Évidemment, quand nous pensons à des comportements non-verbaux ou langage corporel, nous appelons cela le langage corporel en sociologie, car c'est du langage. Nous parlons donc de communication. Quand nous parlons de communication, nous pensons aussi aux interactions. Alors, qu'est-ce que votre langage corporel me communique, et qu'est-ce que le mien vous communique? Il y a de nombreuses raisons valables de voir cela comme ça. Les sociologues ont passé beaucoup de temps à étudier les effets de notre langage corporel, ou celui des autres, sur le jugement. Nous faisons beaucoup de jugements généraux et de déductions en voyant le langage corporel de quelqu'un. Ces jugements peuvent donner des résultats de vie vraiment significatifs, du genre qui nous embauchons ou qui aura une promotion, ou encore qui nous inviteront à un rendez-vous galant. J'aimerais vous offrir un conseil gratuit qui ne requiert pas de technologie particulière. Vous aurez besoin d'une seule chose, changer votre posture pendant 2 minutes. Mais avant que je vous en parle, j'aimerais vous demander d'étudier la posture de votre corps présentement et de ce que vous en faites. Combien d'entre vous se font paraître plus petits? Vous êtes sans doute voûtés, jambes croisées, les chevilles collées. Parfois, nous tenons nos bras comme ceci. Et parfois, on s'étend. Je vous vois. Donc, j'aimerais que vous fassiez attention à ce que vous faites maintenant. Et nous y reviendrons dans quelques minutes. J'espère que si vous apprenez à peaufiner cela, ça pourrait changer radicalement ce qui se passe dans votre vie. Nous sommes donc vraiment fascinés par le langage corporel. Et nous sommes encore plus intéressés par le langage corporel des autres. Nous sommes intéressés par, vous savez, une interaction maladroite, un sourire, un regard méprisant ou peut-être un clin d'œil un peu bizarre. Ou encore quelque chose comme une poignée de main. Les voici qui arrivent au numéro 10. Ce policier chanceux va pouvoir serrer la main du président des États-Unis. Et voici le tour du Premier ministre. Non. Alors, une poignée de main ou un manque de poignée de main peut faire jaser pendant des semaines et des semaines. Même à la BBC et au New York Times. Évidemment, quand nous pensons à des comportements non-verbaux ou langage corporel, nous appelons cela le langage corporel en sociologie, car c'est du langage. Nous parlons donc de communication. Quand nous parlons de communication, nous pensons aussi aux interactions. Alors, qu'est-ce que votre langage corporel me communique, et qu'est-ce que le mien vous communique? Il y a de nombreuses raisons valables de voir cela comme ça. Les sociologues ont passé beaucoup de temps à étudier les effets de notre langage corporel, ou celui des autres, sur le jugement. Nous faisons beaucoup de jugements généraux et de déductions en voyant le langage corporel de quelqu'un. Ces jugements peuvent donner des résultats de vie vraiment significatifs, du genre qui nous embauchons ou qui aura une promotion, ou encore qui nous inviteront à un rendez-vous galant. Par exemple, Nanili Ambadi, une chercheuse à l'université de Tufts, démontre que quand les gens regardent une vidéo de 30 secondes sans le son, montrant des interactions entre de vrais médecins avec leurs patients, leur jugement à propos de la gentillesse des médecins peut prédire si le médecin sera poursuivi ou pas en justice. Donc, cela n'a rien à voir avec la compétence du médecin, mais à voir avec le fait que l'on apprécie ou non cette personne et comment elle a interagi. Encore pire, Alex Todorov à Princeton a démontré que les jugements sur le visage des candidats politiques, en juste une seconde, peut prédire l'issue de qui sera gouverneur et qui sera au Sénat. Allons plus loin, dans le digital, les émoticônes utilisés correctement lors de négociations en ligne peuvent vous aider à réclamer plus de valeur lors de cette négociation. Et si vous ne les utilisez pas correctement, mauvaise idée. Alors, quand nous pensons au non-verbal, nous pensons à la façon dont nous jugeons les autres, comment eux nous jugent et quelles en seront les conséquences. Cependant, nous tendons à oublier l'autre partie qui est influencée par notre langage corporel, et il s'agit de nous-mêmes. Nous sommes aussi influencés par notre propre langage corporel, mais aussi par nos pensées, nos émotions et notre physiologie. Donc, de quel comportement s'agit-il? Je suis une psychologue sociale, j'étudie le préjugé, et j'enseigne dans une école de commerce. Cela était donc évident que je finirais par m'intéresser à la dynamique du pouvoir. Je me suis particulièrement intéressée aux expressions non-verbales du pouvoir et de la dominance. Et quelles sont les expressions non-verbales du pouvoir et de la dominance? Eh bien, les voici. Dans le règne animal, il s'agit de s'étendre. Vous vous faites paraître plus grand, vous vous étirez, vous prenez de la place, vous vous ouvrez. C'est dans la façon dont vous vous ouvrez. Et c'est pareil dans tout le règne animal, ce n'est pas réservé qu'aux primates.
Et les humains font la même chose. Ils font cela quand ils ont un moment de pouvoir ou quand ils se sentent puissants. Celui-ci est particulièrement intéressant, car cela nous montre à quel point ces expressions de pouvoir sont universelles. Cette expression, connue sous le nom de fierté, Jessica Tracy l'a bien étudiée. Elle montre que les gens qui sont nés avec la possibilité de voir et ceux qui sont aveugles font cela quand ils gagnent une compétition. Quand ils franchissent la ligne d'arrivée et gagnent, même s'ils n'ont jamais vu personne faire cela auparavant, ils s'étirent. Ils mettent les bras en l'air en forme de V, le menton est légèrement relevé. Que faisons-nous quand on se sent impuissant ? Nous faisons tout l'opposé. On se replie, on se renferme sur nous-mêmes. On se fait paraître plus petit. On ne veut pas rentrer dans la personne à côté de nous. Encore ici, les animaux et les humains font la même chose. Voici ce qui arrive quand vous mettez ensemble fort et faible pouvoir. Quand il s'agit de pouvoir, nous tendons à compléter le langage corporel des autres. Donc, si quelqu'un se montre puissant avec nous, nous tendons à nous faire tout petits. Nous ne les copions pas, nous faisons l'opposé. J'observe donc ce comportement dans ma salle de classe. Et qu'est-ce que je vois ? Je remarque que les étudiants en commerce exposent la gamme complète du langage non-verbal du pouvoir. Vous avez des gens qui sont une caricature d'alpha. Ils entrent dans la pièce et se placent pile au milieu de la salle, avant même que la leçon commence. Comme s'ils voulaient occuper toute la place, quand ils s'assoient, ils s'étalent. Ils lèvent leurs mains comme ceci. Vous avez d'autres personnes qui s'effondrent quand ils entrent. Dès qu'ils entrent, vous le voyez. Vous pouvez le voir sur leur visage et sur leur corps. Ils s'assoient et se font tout petits. Puis ils lèvent leurs mains comme ça. Je remarque beaucoup de choses comme cela. Premièrement, vous ne serez pas surpris, il semble que ce soit lié au genre. Les femmes auront plus tendance à faire ça que les hommes. Les femmes se sentent moins puissantes que les hommes, ce n'est donc pas surprenant. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que c'est apparemment aussi lié à la mesure à laquelle les étudiants participent au cours et à quel point ils y participent. C'est très important dans un cours de commerce, car la participation compte pour la moitié de la note finale. Les écoles de commerce ont donc eu de la difficulté à combler l'écart entre les genres pour la notation. Vous avez des hommes et des femmes ayant des compétences du même niveau quand le cursus commence. Puis, on obtient des différences lors de la graduation, et cela semble en partie lié à leur participation. J'ai alors commencé à me demander, ok, vous avez ces gens qui entrent dans la classe de cette façon, et ils participent bien. Serait-il possible de faire en sorte que les gens puissent le feindre, et est-ce que ça les ferait plus participer ? J'ai demandé à ma collaboratrice Dana Carney, qui est à Berkeley. Je voulais vraiment savoir, pouvez-vous le feindre jusqu'à ce que vous pouviez le faire ? Pourriez-vous faire cela pendant un moment et expérimenter un nouveau comportement qui vous fasse paraître plus puissant ? Nous savons que notre langage non-verbal régit ce que les autres personnes pensent et ressentent à propos de nous. Il y a beaucoup de preuves à ce sujet. Mais notre question était, est-ce que notre langage non-verbal régit ce que nous pensons et ressentons à propos de nous ? Il y a quelques preuves qui le font. Par exemple, nous sourions quand nous sommes heureux, mais aussi quand nous sommes forcés de sourire quand nous tenons un crayon entre nos dents comme ceci. Ça nous rend heureux. Ça marche donc dans les deux sens, concernant le pouvoir, ça marche aussi dans les deux sens. Donc, quand vous vous sentez puissant, vous aurez tendance à faire cela. Mais c'est aussi possible quand vous prétendez être puissant. Vous êtes plus susceptible de vous sentir puissant. La deuxième question était donc, nous savons que notre esprit change notre corps. Mais est-il possible que notre corps change notre esprit ? Quand je dis esprit, dans le cas de la puissance, savez-vous de quoi je parle ? Je parle des pensées et des émotions, mais aussi de toutes ces choses physiologiques qui créent nos pensées et nos émotions. Dans mon cas, ce sont les hormones, j'observe les hormones. À quoi ressemble l'esprit des gens puissants contrairement à celui des gens moins puissants ? Sans surprise, les gens puissants ont tendance à être plus confiants, sûrs d'eux, et plus optimistes. Ils se sentent comme s'ils allaient gagner, même au jeu de hasard. Ils ont aussi tendance à pouvoir penser de façon plus abstraite. Il y a beaucoup de différences. Ils prennent plus de risques. Il y a donc beaucoup de différences entre les gens puissants et les moins puissants. Physiologiquement, il y a aussi des différences principalement sur deux hormones. La testostérone, qui est l'hormone de la dominance, et le cortisol, qui est l'hormone du stress. Nous pouvons voir que les mâles alpha dominants dans la hiérarchie des primates ont un taux élevé de testostérone et un bas taux de cortisol. Et les leaders puissants et efficaces ont aussi un taux élevé de testostérone et un taux bas de cortisol. Ce que ça signifie,
Quand vous pensez au pouvoir, les gens avaient tendance à ne penser qu'à la testostérone, car c'est l'hormone de la dominance. Mais le pouvoir, c'est aussi comment vous réagissez au stress. Alors, voulez-vous un leader dominant avec beaucoup de testostérone, mais trop sensible au stress? Sûrement pas. Vous préférerez une personne puissante, confiante et dominante, mais aussi résistante au stress. Quelqu'un de décontracté. Nous savons que dans la hiérarchie des primates, si un alpha décide de prendre la tête du groupe, ou si un individu décide de prendre la tête du groupe soudainement, en quelques jours, son taux de testostérone s'est élevé de façon significative et son taux de cortisol a chuté. Nous avons donc cette preuve que le corps peut influencer l'esprit, au moins sur l'expression faciale. Mais aussi qu'un changement de position peut affecter l'esprit. Que se passe-t-il quand vous changez de position? Ne serait-ce qu'un minimum, avec une toute petite manipulation? Pendant 2 minutes, vous dites « Je veux que tu te tiennes comme ça » et ça te fera te sentir plus puissant. Nous avons fait le test. Nous avons sélectionné des gens dans notre labo et avons lancé une expérience. Ces gens ont adopté, pendant 2 minutes, des positions fortes et des positions faibles. Je vais vous montrer 5 de ces positions, bien qu'il n'en ait essayé que 2. Voici la première, puis d'autres. Celle-ci a été surnommée Wonder Woman par les médias. En voilà d'autres. Vous pouvez le faire debout ou le faire assis. Et voici les positions faibles. Vous vous pliez et paraissez plus petit. Celle-ci est vraiment très faible. Quand vous touchez votre nuque, vous vous protégez. Voici donc ce qui se passe. Ils entrent, et nous prélevons leur salive, pendant 2 minutes. Nous leur disons quoi faire. Ils n'ont pas vu d'image de ces poses, nous ne voulons pas les prévenir avec le concept de pouvoir. Nous voulons qu'ils ressentent le pouvoir. Ils font cela pendant 2 minutes. Nous leur demandons ensuite, à quel point vous sentez-vous puissant, en se référant à certaines choses. Puis nous leur proposons de parier, et nous prélevons un autre échantillon de salive. Voilà toute l'expérience. Et voici les résultats. La tolérance au risque, qui vient du pari. Nous voyons que quand vous sortez d'une position puissante, 86% d'entre vous voudront parier. Quand vous sortez d'une position faible, seulement 60% parieront. Ça fait une grande différence. Voici ce qu'on trouve sur la testostérone. En se basant sur les échantillons prélevés quand ils arrivent, les gens en position de force ont une augmentation de 20% de testostérone, et les gens en position faible ont une baisse de 10%. En 2 minutes seulement, vous pouvez avoir ces changements. Voici ce que nous avons sur le cortisol. Les gens qui sont en position de force ont une baisse de 25% de cortisol et les gens en position faible ont une augmentation de 15%. Donc, 2 minutes suffisent pour obtenir ces changements hormonaux qui configurent votre cerveau à être plus confiant, sûr de vous et confortable. Ou sensible au stress et vous faire vous sentir fermé. Nous avons tous déjà connu cette sensation, n'est-ce pas? Il semblerait donc que notre langage non-verbal régisse ce que nous pensons et ressentons à propos de nous-mêmes. Ça ne concerne pas que les autres, mais nous concerne aussi. Notre corps change notre esprit. Mais la prochaine question est, est-ce que les positions fortes peuvent vraiment changer votre vie de manière significative? Quand c'est dans un labo, c'est une petite chose à faire, juste pour 2 minutes. Ou pourriez-vous mettre cela en pratique? C'est ce qui nous intéresse. Vous aimeriez sans doute utiliser cela lors de situations dans lesquelles vous êtes évalué, comme des situations sociales anxieuses. Quand êtes-vous évalué, même par vos amis? Pour les ados, c'est à la cantine. Pour certaines personnes, ce serait de parler à une réunion de conseil scolaire. Ce pourrait être prendre la parole et faire une conférence comme celle-ci. Ou encore faire un entretien d'embauche. Nous avons établi que celui qui concernait le plus de gens était l'entretien d'embauche. Nous avons donc publié ces résultats et les médias s'en sont emparés et ont dit « Ok, voici donc ce qu'il faut faire pendant un entretien d'embauche. » Nous étions horrifiés, ce n'est pas du tout ce que nous entendions par là. Pour des raisons évidentes, ne faites jamais cela. Là encore, il ne s'agit pas de vous, parlant aux autres, mais de vous, parlant à vous-même. Que faites-vous avant de commencer un entretien d'embauche? Vous faites ceci. Vous êtes affalé, le nez dans votre téléphone. Vous regardez vos notes. Vous vous recroquevillez, paraissez plus petit. Alors que vous devriez plutôt faire cela, dans les toilettes. Essayez ça, prenez 2 minutes. C'est ce que nous voulons tester. Nous prenons donc des gens dans un labo, ils prennent des positions de force ou des positions faibles. Ils passent un entretien d'embauche très stressant, pendant 5 minutes. Ils sont filmés, ils sont aussi jugés.
Les juges sont entraînés à donner des signaux non-verbaux. Ils ressemblent donc à ça. Imaginez que ce soit la personne qui vous embauche pendant 5 minutes, rien du tout. C'est bien pire que d'être interrompu sans cesse. Les gens ont horreur de ça. C'est ce que Marianne Lafrance appelle « s'enfoncer dans des sables mouvants sociaux ». Ça contrarie vraiment votre taux de cortisol. Nous leur faisons donc passer un entretien du genre car nous voulons voir ce qu'il se passe ensuite. Nous avons ensuite 4 spécialistes qui regardent les vidéos. Ils ne sont au courant ni de l'expérience, ni des conditions. Ils n'ont aucune idée de qui a pris quelle pause avant ça. Alors ils regardent les vidéos et décident quand ils embaucheraient quelqu'un ou pas. Ils le feraient souvent avec quelqu'un qui a pris une position forte. Nous évaluons aussi que ces personnes ont l'air bien plus positives globalement. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ce n'est pas le contenu de leur discours. C'est basé sur la présence qu'ils donnent à leur discours. Car nous les notons sur toutes ces variables liées à des compétences, du genre, à quel point le discours est-il bien structuré? À quel point est-il intéressant? Quelles sont ses qualifications? N'a aucun effet. Voici ce qui est affecté. Ce genre de choses. Les gens sont vrais, basiquement. Ils sont eux-mêmes. Ils dévoilent leurs idées, en restant eux-mêmes, mais n'apportent rien de plus. Voici ce qui donne, ou qui transmet cet effet. Alors, quand je parle aux gens de ceci, que notre corps influence notre esprit, et que notre esprit influence notre corps, et nos comportements peuvent changer nos résultats, ils me disent alors, ça sonne faux. Rappelez-vous, j'ai dit, simulez-le, jusqu'à ce que vous y arriviez. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas être comme ça, et j'ai l'impression de mentir. Je ne veux pas me sentir comme un imposteur. Je ne veux pas y arriver pour finir par ne plus me sentir à ma place. Ça résonnait beaucoup avec moi, car j'aimerais vous raconter une histoire à propos d'être un imposteur et sentir que vous n'êtes plus à votre place. Quand j'avais 19 ans, j'ai eu un terrible accident de voiture. J'ai été projeté hors de la voiture, puis roulé sur la route plusieurs fois. Je me suis ensuite réveillé dans un service de réadaptation pour traumatisme crânien. J'ai dû quitter l'école, et j'ai appris que mon QI avait chuté de 2 écarts types. Ce qui a été vraiment traumatisant. Je connaissais mon QI car j'avais été identifiée comme étant intelligente, on disait que j'étais surdouée étant enfant. Alors, retirée de l'école, j'essaie d'y retourner. Ils me disent « tu ne pourras jamais finir l'université. Mais il y a plein d'autres choses que tu pourrais faire, mais pas l'école, ça ne marchera pas. » J'ai eu beaucoup de mal avec ça, et je dois dire que, avoir votre identité volée comme ça, votre identité profonde, et pour moi c'était d'être intelligente, quand on vous prend ça, il n'y a rien qui vous fasse vous sentir plus impuissant que cela. Je me suis donc sentie totalement impuissante, j'ai bossé, et j'ai eu de la chance, puis bossé, et eu de la chance, et encore bossé. Et finalement, j'ai eu mon diplôme, ça m'a pris 4 années de plus que les autres. Et j'ai convaincu quelqu'un, ma conseillère, Suzanne Fisk, de m'embaucher, et j'ai fini à Princeton. Je me disais que je n'étais pas vraiment à ma place. J'étais un imposteur. Et la nuit avant mon discours de première année, le discours de première année à Princeton est un discours de 20 minutes face à 20 personnes. J'étais tellement anxieuse d'être démasquée le lendemain, que je l'ai appelée et je lui ai dit, je démissionne. Elle m'a dit, tu ne démissionneras pas, car je crois en toi, alors tu restes. Tu vas rester, et voici ce que tu vas faire, tu vas faire semblant. Tu feras tous les discours qui te seront demandés. Tu vas juste les faire, encore et encore. Même si tu es terrifié et paralysé, ou en crise de panique, jusqu'à ce que tu arrives au point où tu te diras « Oh mon Dieu, j'y arrive. Je suis devenu comme cela, j'y arrive vraiment. » C'est donc ce que j'ai fait, 5 années à l'université, celle de Northwestern, et ensuite je suis allée à Harvard. Je n'y pense plus vraiment, mais pendant longtemps je me suis rabâchée. Je ne suis pas à ma place. À la fin de ma première année à Harvard, une étudiante qui était restée silencieuse en cours pendant tout le semestre, et à qui j'avais dit « Tu dois participer en classe sinon tu vas échouer » est venue dans mon bureau. Je ne la connaissais pas vraiment. Elle était totalement abattue, et m'a dit « Je ne me sens pas à ma place. » Et c'était le signal pour moi, car 2 choses s'étaient produites. La première était que je réalisais que je ne me sentais plus comme ça maintenant. Je ne me sens plus comme ça aujourd'hui, mais elle si, et je la comprends tout à fait. Et la deuxième était, mais elle est vraiment à sa place malgré tout. Elle peut le simuler et le devenir. Je lui ai donc répondu, bien sûr que si, tu es parfaitement à ta place. Et demain, tu vas le feindre, tu te feras paraître plus puissante, et, tu sais. Tu iras en cours, et tu donneras le meilleur commentaire qui soit. Et elle a donné le meilleur commentaire qui soit. Les gens se sont tournés vers elle en se disant, je n'avais jamais remarqué cette fille auparavant.
Elle est revenue me voir quelques mois plus tard, et j'ai réalisé qu'elle n'a pas seulement fait semblant jusqu'à ce qu'elle y arrive, mais elle l'a simulé jusqu'à ce qu'elle le devienne vraiment. Elle avait donc changé. J'aimerais donc vous dire ceci, ne le simulez pas jusqu'à ce que vous y arriviez. Faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez véritablement. Faites-le suffisamment jusqu'à ce que vous le deveniez et que ce soit en vous. Et voici la dernière chose que j'aimerais vous dire. Des petits ajustements peuvent amener à de grands changements. Alors prenez 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Avant d'aller dans la prochaine situation stressante dans laquelle vous serez évalué. Pendant 2 minutes, essayez-le. Dans l'ascenseur, dans les toilettes, dans un endroit isolé. Voilà ce que vous devez faire. Configurez votre cerveau pour faire face au meilleur de cette situation, augmentez votre taux de testostérone, faites baisser votre niveau de cortisol. Ne sortez pas de cette situation en vous disant « Je ne leur ai pas montré qui je suis vraiment ». Sortez de cette situation en vous disant « Je me sens vraiment comme si j'avais dit ce que je pensais et montré qui j'étais vraiment ». Donc, j'aimerais vous demander premièrement d'essayer de prendre des positions de force. Mais aussi, de partager ce savoir, car c'est si simple. Mon ego n'a rien à voir avec cela. Donnez-le, partagez-le avec d'autres personnes, car les personnes qui peuvent le plus l'utiliser sont ceux qui ne possèdent aucune ressource, aucune technologie, aucun statut et aucun pouvoir. Donnez-leur, car ils peuvent le pratiquer en privé. Ils ont juste besoin de leur corps, d'intimité et de 2 minutes. Et cela peut considérablement changer le cours de leur vie. Merci.